Alors Rabelais, projet d'hiver. C'est que la semaine dernière, je vous ai emmené visiter un stockage, un conteneur là au bout de la rocade. Mais justement, je l'ai pris exprès sur la route de Chinon parce que je fais souvent les allers-retours. À cause de quoi? Ça a commencé pile il y a un an, fin novembre 2022, en se baladant là, à la Devinière, et puis ensuite en roulant là, vers Fontevraud. Se dire, Rabelais, il existe encore dans la mémoire de ce territoire qui est celui qui est évoqué, nommé dans ses livres. Et j'ai commencé au mois de mars, tout doucement, et puis là, fin septembre, et puis merci à toutes celles et ceux qui ont fait confiance, qui ont suivi, parce que elle est plein d'essence, et puis tout ça, un peu de matériel complémentaire, j'aurais pas pu le faire tout seul. 80 vidéos en ligne, et besoin aussi là de pas continuer, mais hop là, reprendre. Donc ça va s'appeler Rabelais saison d'hiver. Et là, j'en pouvais plus là, dans ce bureau. Alors, non seulement j'ai pris le container, mais là, j'ai un petit container miniature qui va être ma bibliothèque Rabelais. Là, j'ai fait le vide. Qu'est-ce qui reste? Vous savez, Lazare Sénéan. J'en avais parlé à la médiathèque, là, tout près de la centrale nucléaire de Chinon, la médiathèque d'Avoine. Je vous en avais parlé de Lazare Sénéan et de l'importance de ce livre. La langue de Rabelais, on va le poser ici, ça va être le premier. Là, c'est juste pour faire le lien avec l'autre étagère. Alors, ma bibliothèque Rabelais, la bibliothèque, elle est organisée par silos. Alors, il y a un silo Baudelaire, un silo Adorno, un silo atelier d'écriture. Celui-là, c'est même double. Tiens, il y a ça, par exemple, aussi. Il faut que j'en rachète un, parce que ces deux-là, ils sont un petit peu vieux. J'ai toujours eu comme protocole les premières lectures de Rabelais. Vous savez, on avait eu 2 cinquantenaires. On avait eu de la chance. Donc, c'est 1994. Ça fait 30 ans, les lectures publiques de Rabelais. Et toujours, il y a un moment, je prends ce petit-là, et puis je pose une question aux gens. Oh, c'est pas une question piège, mais le premier ou la première qui répond, je lui fais cadeau d'un petit truc épice Rabelais. Elles sont fabriquées à Marseille, remarque, mais ce truc-là avec le cochon dessus. Et puis la semaine prochaine, mercredi 6 décembre, c'est à Poitiers. Inauguration de la BU Fac de Lettres. Et puis c'est quoi? C'est fait pile 500 ans, début 1524, fin 1523, que Rabelais arrive à Poitiers pour 6 ans. Séjour totalement virage dans sa vie, séminal pour l'œuvre. Donc c'est pour ça aussi là, que j'ai besoin là, de me mettre aux révisions et puis d'attaquer. Alors qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Hop là! Tu vois, c'est des piles inaccessibles. Alors, un des grands trucs Rabelais, ça avait été... moi d'abord, j'avais numérisé, j'avais tout recopié. C'est Yvan Leclerc de Rouen qui m'avait obtenu à la BNF les facsimilés des éditions originales. T'avais pas Gallica à l'époque, hein. Et j'avais tout retapé là, avec mon Atari. Et puis, donc, je m'en étais servi pour là, c'est POL qui avait lancé, ça s'appelait La Collection. Alors, le principe, à l'époque, il n'y avait pas de Rabelais en ponctuation originale. Tu parles maintenant, c'est tout le monde, mais qu'est-ce qu'on s'est fait casser comme sucre sur le dos? Donc, Gargantua, le tiers-livre, et ça avait été une collection géniale. Bon, malheureusement, financièrement, ça n'a pas tenu le coup. Parce qu'il en a sorti beaucoup en 2 ans, mais c'est un gars qui s'appelait Christophe Mercier qui avait trouvé en Angleterre des imprimeurs de petits bouquins de médecine, si je me souviens bien, comme par hasard, avec une couverture souple. Tu vois, aujourd'hui, ça n'a pas bronché d'un poil. Le tiers-livre, Gargantua, le quart-livre. Il me reste 2 Pantagruel. Voilà, ça, pour moi, c'est un morceau de mon histoire. Puis quand POL a lâché la collection, c'était le tout début d'Internet, 96. Enfin, de l'Internet littéraire. J'avais proposé donc à Pierre Péroux, qui avait lancé le site Athéna sur l'Université de Genève, et ça tourne toujours, de lui envoyer. Alors, je lui ai envoyé par disquette, mais Rabelais, et on a eu un des premiers Rabelais mis en ligne. En même temps, il y avait Marius de Monet qui construisait les premières éditions scientifiques numériques à Clermont-Ferrand. Après, il est venu à Poitiers, après à Tours. Le Rabelais de Michael Scritch. À l'époque, j'ai eu en anglais.
Après, ils l'ont traduit, donc j'ai les deux versions. C'est pas que je leur lis souvent, Michael Screech, mais on le garde. Baudelaire de Jean-Paul Sartre. Là, attends, ça, on le voit là-haut. Et puis, tous ces bouquins, Michael Baraz, mais c'est comme c'est non suisse, Rabelais, La joie de la liberté. Le Bakhtin, l'œuvre de François Rabelais, La culture populaire. C'est un livre qui a fait aussi, qui a été un virage dans les études rabelaisiennes. Peut-être c'est un peu pris d'âge, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, je le pratique plus beaucoup. Abel Lefranc. Alors là, tout d'un coup, là, moi, c'était cette grande redécouverte de Rabelais dans les années 1920, juste après la Première Guerre. Non, avant, études rabelaisiennes, 1907. Et le bouquin donc ça reprend les études d'Abel Lefranc dans cette revue des études rabelaisiennes. Et là, si vous voulez chercher, j'ai tout rassemblé là, dans le dossier numérique qu'accompagne le livre. Donc ça, pour moi, Lefranc, je le pratique tout le temps, même si ce côté militant de l'athéisme, ça aussi un peu Alfred Glauser, Rabelais créateur. Là, tout d'un coup, on entre là, dans le dur. Jean Paris, Rabelais au futur. Il y a aussi un bouquin sur Hamlet. Là, c'était formidable. Alors, ces types-là, qu'est-ce qui s'est passé? Plof, viré de l'université française, en tout cas pas d'accès. Il a fait sa carrière aux US, mais ça, c'est les bouquins, moi, qui m'ont mis là, dans l'élan. Alors, au départ, dans ces années 80, il y avait l'édition Drose, pareil, dans Paris-Genève, ouais. Et cette édition critique, alors c'est infernal, parce que tout est numéroté, annoté, des fois tu as plus de notes que de texte. Là, ouais, mais je les ai usés, ce tiers-livre, c'est mon tiers-livre de référence, même si maintenant, évidemment, je pratique autrement. La pronostication de 1535, le quart-livre aussi, je l'avais relié avec du beau papier plastoc transparent et du scotch, le Pantagruel, il doit y avoir Gargantua qui traîne là-haut, Chronique Gargantuine, un 5e livre. Il n'y a pas le Pléiade. Le Pléiade, j'ai toujours trouvé pas bien, même celui de maintenant, malgré Mireille Huchon. Ça commence par le Gargantua avant le Pantagruel. Non, mais, donc Pléiade, boycott, Pléiade de Rabelais. Et puis, alors évidemment, pour moi, le gros, c'est ça, c'est le livre, Mon Rabelais. Et Mon Rabelais, édition cartonnée, et c'est là où j'ai été énormément aidé par les gens qui m'ont fait confiance et qui l'ont acheté 3 mois, 4 mois avant que ça existe, avec comme principe un QR code là, et qu'avec le QR code, on a accès à l'ensemble du dossier numérique. Puis en juillet, j'ai fait une édition brochée. Il y a broché, il y a relié, même format, 520 pages et quelques. Et ça, pour moi, ça continue. C'est-à-dire, chaque livre qui est vendu, c'est un partage de plus pour l'envoi du journal de bord. Et puis c'est là où j'en pouvais plus. Il y en a 2 énormes piles là, que je vais vous les apporter. On va se prendre ça, paquet par paquet. D'ailleurs, ça me fait mentir, tu vois, le vieux Rabelais, je l'ai quand même. Mais bon, même si pour moi c'est très déceptif. Ça, guide illustré du pays de Rabelais, 6 € chez un bouquiniste. Et ça m'a beaucoup servi. Ça date 1931. 1931, tu n'avais pas le musée, c'était juste... alors là, pour moi, j'entre dans la collection des petits livres secrets. Ça c'est récent aussi. Almanach pour l'an 35. Et c'est une super belle édition avec une espèce de carte à l'intérieur et avec des choses en couleur. Bon, je ne le pratique pas énorme, moi, c'est la première pronostication qui m'intéresse, mais bon, c'est bien qu'on l'ait, ce truc. Laure Murat, ça, voilà. Ça, Mireille Huchon, tu vois, il y a la bio de référence de Rabelais. Et ça, j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo déjà dessus. Est-ce qu'on est dans une biographie ? Oui, puisque elle commence par la mort de Rabelais, et puis ensuite elle suit les étapes une par une. Et le parti pris de Mireille Huchon, c'est que, contrairement à ses devanciers, on ne remplace pas ce qu'on ne sait pas par ce qu'on suppose.
Et à ce moment-là, il reste quoi? Il reste l'analyse de l'œuvre, l'analyse de la langue, l'analyse du contexte politique, historique, au moment de l'exil de Metz. Tout ça, c'est à la fois extrêmement décevant, mais il n'y a rien qui t'amène autant dans la passion de dire qu'est-ce qu'on ne sait plus de ce gars, puisqu'on n'a aucune date, presque pas de témoignage, etc. Donc pour moi, c'est le livre de référence. Et j'ai compris un peu tardivement, non, mais justement, parce que j'avais ce projet. Là, pour moi, c'est un truc, il faut que je fasse une vidéo aussi. Un petit manuel, c'est référence inédit, livre de poche, ça coûte rien du tout, histoire de la langue française. Et dans ce livre, quelque chose de fascinant, c'est qu'elle reprend depuis le 8e siècle, toutes les étapes, 11e, 13e, 14e, l'histoire de... Et tout, chapitre par chapitre, aussi bien la phonétique que la constitution des mots, puis après, évidemment, 16e, 17e, 18e et tout ça, mais moi je lis, je m'arrête au 16e. Mais ce qui est fascinant, c'est que tu as toujours ces discussions. Ouais, Rabelais, l'ancien français. Bah non, quand tu lis le passage du 8e au 11e siècle, du 11e au 13e, du 13e au 14e, et puis ce qui évolue encore au temps de la Renaissance, eh bien, tu as une idée fluide et mobile de l'histoire de la langue. Et ça te sert aussi pour l'histoire en train, là, maintenant, de continuer. Et je crois que Mireille Huchon, elle n'a jamais osé dire que c'est elle qui avait liquidé le concept d'ancien français. Et si on fait ce passage-là, alors à ce moment-là, tu t'interroges plus sur Rabelais comme une langue pour laquelle tu as des difficultés à lire. Ça passe tout seul. Donc ça, on y reviendra en détail. Du coup, ce qu'il faut que je mette aussi, c'est un livre là, qui est là sur mon bureau, je l'attrape. Pour moi, c'est l'édition de référence, seule, unique en ce moment. Alors c'est chez Bouquin. Donc évidemment, c'est ma stock, je vais vous dire pourquoi. C'est une équipe sous la direction de Romain Ménini, et chercheur passionnant. Mais là, on a un truc... alors... Des fois, moi, je me marre, parce que lui, il m'envoie là, ouais, t'as des coquilles là, tu confonds le SFF. Puis des fois, dans le sien, je dis, bah non, là, toi, t'as interprété ça comme ça, moi, je l'interprète autrement, mais c'est pas grave. Alors, Bouquin, la loi, c'est que là, t'as la version originale, et puis là, tu as une transposition en langue. Alors, ça nous a valu même, il y a quelques mois, là, petite échauffourée sur Twitter, c'est-à-dire... le bouquin est 2 fois trop gros, et puis, par contre, ce que j'admire, c'est que là, ils ont fait le choix éditorial qu'en belle page, ce soit la langue originale. Donc c'est celle que tu lis, et éventuellement, tu te reportes là à une version banalisée, j'allais dire. Mais là, bon... Enfin voilà, je suis pas trop d'accord, mais c'est pas grave. C'est l'édition de référence, et en plus, c'est la seule qui est en version numérique avec son matériau critique, toutes les petites notes, vous appuyez, ça passe à travers votre Kindle, et si vous êtes en version numérique, eh ben vous choisissez de n'avoir que la version originale, ou que la version, disons, banalisée. Donc pour moi, ça, c'est l'édition scientifique, c'est celle avec qui je travaille, celle avec quoi je vérifie tout le temps. Merci Romain Ménini, mais j'arrête pas de dire, si vous voulez un Rabelais chez vous, c'est celle-là qu'il faut prendre. Tant pis si vous n'en lisez que les pages de droite et pas les pages de gauche. Allez, je continue les paquets. Hop là! C'est comme un Noël, mais c'est un Noël, tu vois, je ne pouvais plus les attraper, tout ça. Alors, qu'est-ce qui vient? Ce qui nous vient, c'est François Rigolo. Alors, c'était une collection... Genève, librairie de Rose, 1972. Moi, je l'ai découvert en 88, 16 ans après. Et François Rigolo, pareil, quelqu'un qui a fait sa carrière aux US, parce qu'en France, bah non, tu t'intéresses pas à ces choses-là comme ça. Et là, ça sera aussi dans mon Rabelais d'hiver. C'est pour ça aussi, ça va être une nouvelle approche, pas seulement les lectures in situ. Sur le chapitre Bescu et Humven dans Pantagruel. Sur le statut des farces de Panurge, sur les incohérences, ou dites comme telles, du tiers-livre. C'est un livre majeur parce qu'il prend une suite, disons, d'une dizaine de points cruciaux dans Rabelais, et si tu prends ces trucs-là, narrativement, on tombe sur des os, mais qu'est-ce qui reste au milieu? L'invention de la langue. Et ça, pour moi,
François Rigolo, ça reste le bousculeur numéro 1 qui a initié toute la lecture contemporaine de Rabelais. Alors, il faudrait même que j'attrape tout de suite un autre paquet. Alors, attendez, on va trier ça comme ça. Si je mets ça là, sans que ça tombe trop, on va essayer. Ah, ça se mélange en plus. Il n'y a pas que du Rabelais, c'est pour ça aussi qu'il fallait que je fasse cet énorme tri. Ah, attends, si je mets ça ici. Voilà, c'est ça que je cherchais. François Rigolo. Donc c'est aussi Drose, mais c'est une version de poche. Et celle-là, elle est diffusée. On la trouve au musée Rabelais à la Devinière. C'est là que j'ai prise. Il y a même un numéro de téléphone. Ah ouais, je sais quel téléphone c'est. Mais franchement, j'avais pas besoin. J'aurais pas pu trouver ailleurs pour écrire. Librairie de Rose en 2009. Vous voyez, 1972 l'original. Et en 2009, là, ben ça, François Rigolo, les langages de Rabelais, on a là ce bouquin explosif qui est à notre disposition. Débarrasser de ça. Alors, ouais, ça, je fais une pile Québec. Je vais vous dire pourquoi. Paul Claudel, Évangile d'Isaïe. Bah, t'es pas à ta place, toi. Une photo. Alors là, pourquoi ça? J'ai ça. Rabelais, Pantagruel, texte intégral. Ouais. Bon, dans le doute, on s'abstient. Je fais donc cette édition de poche. Édition de poche, il y en a, mais c'est pas celle-là que je recommanderais. Ça, c'est important. La langue de Rabelais, volume 1 et 2. Alors, c'est des reprints. Et ces reprints, c'est une collection qui s'appelle Forgotten Books. Alors, évidemment, tu les payes. Et là, c'est pour ça que j'aurais pas pu faire ce projet tout seul. C'est mon Lazare Sénéant qui tombe en ruine. Bon, ben, il y a cette réédition. Bon, ouais, c'est plus que de qualité, même si c'est toujours des scans d'après les originales. Mais évidemment, tu peux pas bosser Rabelais sans avoir Sénéant avec toi. Et ce que je voudrais, moi, maintenant, c'est une version numérique. On pourra attraper ça direct. Bon, je l'ai pas encore. Tiens, ça, on va le mettre ici. Ça, c'est la classe Québec. Et là, alors, j'ai quoi? Éloges paradoxaux. Enquête sur le comique et le cosmique à la Renaissance. Alors ça, c'est la période où, en 1988, France Tokyo. Ah non, je sais, c'est quand en 2002-2004, avec Didier Gallas, on avait pu présenter notre spectacle à Rabelais, à Tokyo et à Kyoto. Et moi, donc Didier jouait avec son masque. Et moi, j'avais fait des confs. Et cette universitaire, Anna Ogino, enquête sur le comique et le cosmique, on avait fait un truc en commun. C'est pour ça que le livre, on me l'avait offert. Ah, ça va rentrer tout ça. Alors, Lazare Sénéant, alors ça, je vous renvoie à quoi? Tout ça, à la vidéo que j'avais fait hommage à Lazare Sénéant à la médiathèque d'Avoine où j'avais amené tout ça. Alors cette collection, vous savez ce que c'est la BNF en partenariat avec Hachette, c'est-à-dire qu'ils prennent les scans de Gallica et les PDF, il y a un algo qui, quel que soit le format initial du livre, l'adapte à ce format industriel standardisé. C'est-à-dire que des fois, tu as des pains énormes, tu as des pages qui deviennent toutes noires, tu as des pages qui ont été cornées, c'est plus... Mais bon, à la limite, si c'est pas lisible, tant pis, parce que ça coûte là, justement, hyper pas cher. Tu l'as en 3 jours. Et alors tout ça, moi, je les ai mis dans mon dossier numérique, accès par le truc. Mais il faut bien... ouais, moi, besoin là de la mémoire spatialisée des livres. Ça va plus que son livre sur l'argot ancien. Et Lazare Sénéant avait fait ces toutes petites plaquettes, justement, histoire de mes ouvrages, fragments de biographie intellectuelle. Moi, j'ai un tel respect pour Lazare Sénéant que j'ai ça. Et puis, alors, Rabelais, ses voyages, son exil à Metz. En 1891, avant le Grand Renouveau, ce Arthur Eulard, H-E-U-L-H-A-R-D, alors je vous dis tout ça c'est dans mon dossier numérique, mais là tu peux travailler solidement avec le reprint automatique de l'ABN, quelqu'un qui pour la première fois avait débrouillé
toutes ces dates, ces circonstances-là de la fuite à Metz, quand Étienne Dolet est brûlé en place publique, quand il y a tous ces premiers massacres-là de calvinistes. Alors évidemment, dans la bio de Mireille Huchon, tout ça, on le retrouve, mais là, tu peux le regarder avec beaucoup plus de détails, de citations, d'extraits. 1891. Alors ça, pour moi, c'est la bibliothèque de travail qui est liée, à laquelle j'aurais pas eu accès sans ce projet. Étienne Dolet, voilà la manière de bien traduire d'une langue en autre, 1540. Et c'est compliqué, Étienne Dolet. Alors là aussi, j'ai fait une vidéo. Dolet qui est le premier à réimprimer Rabelais en 1540, justement, non pas en caractère gothique, mais en caractère d'imprimerie courant, latin, donc une révolution. Et en même temps, il le fait sans l'autorisation de Rabelais, c'est-à-dire qu'il prend les textes que Rabelais lui-même était en train de réviser pour passer à travers la censure royale. Donc une brouille définitive probablement entre les deux hommes. Et ensuite, donc les accusations portées par Rabelais, elles se font depuis l'édition. Enfin, tout ça c'est compliqué. J'entre pas là dans le détail. Mais Étienne Dolet, pour moi, il fallait. C'est qui ce bonhomme? Comment il écrit? Qu'est-ce qu'il dit de la langue? Là, évidemment, il y en a plein. Étienne Dolet, sa vie, ses œuvres, son martyr. Vous voyez, même époque que l'autre. Désiré Magloire Bourneville, 1889. Alors, c'est pas que toutes ces choses-là, on ait besoin d'aller dans les vieux livres pour le savoir, mais c'est le moment là de la première découverte, ces inventaires, et puis probablement qu'aujourd'hui, là, tu fouillerais, et à côté, il y a le centre d'histoire de la Renaissance. Je m'étais toujours dit, tiens, tu vas... il me donnerait l'accès, je pense, sans problème. Tu vas une après-midi par semaine, et puis tu bosses. Puis non, en fait, quand j'ai une après-midi, hop là, je prends la bagnole, et puis je file là dans mes fermes, dans mes ruines, dans mes champs, et c'est là où je retrouve mon Rabelais. Idem. Alors là, 1847, on est plus vieux. La Baumette. Alors la Baumette, c'est que Rabelais, probablement quand il a 13-14 ans, on l'évacue, famille, et puis on le place à Angers, en couvent. Et bon, jusqu'à ce qu'il puisse s'en échapper à Fontenay-le-Comte. Toute son adolescence, disons de ses 14 à ses 20 ans. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Alors là, pareil, promis, on va y aller sur place, on va le visiter ensemble, d'accord? Et là, c'est la première plaquette là où on voit apparaître un petit peu tout ce qu'on peut retrouver quand quelqu'un, pour la première fois, s'intéresse à qu'est-ce qu'il en est là, la validité historique du séjour là, de Rabelais à la Baumette, parce que de ses 14 à ses 20 ans, ouais, c'est énorme dans la vie d'un bonhomme, mais si tu n'as aucune trace. L'adolescence de Rabelais en Poitou, Jean Platard, alors là c'est plus sur la question du tiers-livre, Mirbeau, Loudun, Poitiers, donc tout ça, là c'est pareil, je connaissais, mais besoin de le tripoter. Ça j'aime bien, œuvre de Rabelais, seule édition conforme en dernier texte revu. Donc c'est une édition, alors il y en a tout le long du XVIIe siècle, du XVIIIe, XIXe, on a constamment réimprimé Rabelais, avec ce paradoxe, et voilà aussi, tiens, celui-ci va être là en honneur, c'est mon oncle qui avait trouvé ça chez un bouquiniste et qui me l'avait offert. C'est un tout petit Rabelais de 1792. Souvent, quand je fais des perfs, justement parce qu'il est de la taille de l'iPhone, et encore maintenant, l'iPhone est devenu plus grand. Mais ça, c'est les livres tels qu'on les avait. C'est ce qu'on doit à Aldo Manuccio, l'imprimeur de Venise. Il dit que si on imprime, si on fait des trucs suffisamment petits, le livre, on le met dans la poche, on l'emmène avec soi. Tu peux toujours brûler l'auteur. Si tu l'as tiré à 1000 exemplaires en minuscule, les exemplaires, eux, ils continuent leur vie. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en 1792, personne ne s'était jamais intéressé à la ponctuation. Donc c'est une édition extrêmement fiable du point de vue des codes typographiques. Alors qu'au 19e, c'est là où on a commencé à charcuter, reponctuer les points d'interrogation, les tirer, les guillemets. Et là, celle-ci, je la trouve importante aussi comme dernière réédition avant les grands tripotages, quoi.
Vous voyez ça, typiquement, c'est les défauts qu'on peut trouver, là, ces deux marques blanches dans ces éditions automatiques là, de la BNF. Mais au moins, là, moi, historiquement, ça permet de regarder. Tu comprends ce que eux comprenaient de Rabelais à la façon dont ils l'éditent. Bon, bah, que ce soit pour Romain Ménini avec bouquin, ou moi avec mes 4 livres et le QR code vers les vidéos, ben, on continue cette histoire-là. Ça n'a rien à faire là. Et voilà, revue des études rabelaisiennes, un numéro de 1907 qui est vraiment crucial parce que il inclut une visite des grands savants parisiens là à Chinon. Ils viennent à Tours en train, ensuite il faut prendre des carrioles et tout ça, puis on arrive à la Duvinière, à la Roche-Clermault, puis donc là toute cette série des études rabelaisiennes de 1904 à 1911. Il y a 7 numéros qui sont vraiment une sorte d'inventaire gigantesque. Alors, j'ai que celle-ci en imprimé. Les autres, j'ai pris l'habitude de travailler sur les PDF. Voilà. Ah ouais, il me restait ça. L'autre jour, c'est un ami de Montréal. Salut Eric. Qui me dit, mais tu parles jamais de Rabelais au Québec. Ah ben, Rabelais au Québec, je dis, bah ouais, mais moi, je dis, dis-moi des trucs, on commence à regarder, et puis c'est difficilement accessible, mais lui, c'est un gars qui farfouille tout le temps, chez le bouquiniste et tout ça. Antonine Maillet, un livre sur Panurge, les drôlatiques, horrifiques et épouvantables aventures de Panurge, c'est des sortes d'adaptations théâtrales, mais c'est Antonine Maillet. Alors là, cette bibliothèque-là, pour moi, la bibliothèque, disons, périphérique, c'est pas quelque chose que je veux travailler, mais là, André Bello, auteur que je connaissais pas du tout, et le Québec est encore un lieu d'études québécoises vraiment forte et importante. Oxford aussi, beaucoup plus qu'en France, à part l'équipe de Romain, là, je crois qu'il est, lui, à Marne-la-Vallée, puis Mireille Huchon à la Sorbonne. Donc là, ça, curiosité. Alors, sous ça, on regardera, j'aimerais bien le faire au Québec d'ailleurs. Ça avait été pour moi la première grande émotion à Québec. Puis plus tard, ensuite sur la côte nord, la Natashquan. Mais Rabelais, on voit encore dans ce quartier, là, en allant dans ce quartier qui s'appelle Limoilou, j'ai habité les 2-3 premiers mois là, quand on était dans notre année Québec, cette anse, puisque vous savez, il y a l'île d'Orléans, et puis tout d'un coup, là, le fleuve se rétrécit, il devient cette espèce de canyon qui va jusqu'ensuite à Montréal et remonte jusqu'au Grand Lac, hein. Ils disent le fleuve, hein, ou l'eau. Et là, il y a la petite anse où Jacques Cartier a abordé. Là, tout d'un coup, tu te retrouves en émotion. Allez. Voilà, alors maintenant, donc là, j'ai mon petit silo. Regardez ça, par exemple. Alors là, je l'ai en prêt, juste. C'est Michel Butor, un petit Larousse. Michel Butor et Denis Ollier. Une toute petite collection pédagogique Larousse. Avec des articles de Butor, hein, par exemple Rabelais et les nombres, il y a plein d'articles de Butor sur Rabelais, mais ce petit truc, alors il n'est pas à moi, il faut que je le rapporte. Ne t'inquiète pas Nathanaël, mais il ne s'inquiète pas, ça fait partie de la petite bibliothèque privée qu'il y a dans les bureaux de la Devinière, musée Rabelais. Rabelais, où c'était pour rire, Michel Butor. Voilà, alors maintenant, là, moi, je vais être prêt à la reprise pour la suite, et puis mercredi, la conf perf à Poitiers, on est parti. Et bien sûr, là, au milieu de tout, le mien de Rabelais. Parce que, vous savez, quand je prends des super enveloppes chinoises, molletonnées, indestructibles, et ben, tu mets le livre dans l'enveloppe, tu colles une petite étiquette, avec l'adresse de la personne, et en plus si tu envoies en livret brochure partout au monde, en particulier Québec, Belgique, Suisse, ça coûte bien moins cher que d'envoyer à Blois ou Orléans, une petite étiquette tiers-livre éditeur, et la joie que c'est de travailler comme ça, à cette échelle. Voilà. Si vous avez la curiosité, allez voir sur tiers-livre, vous trouverez facilement, il y a un gros pavé, le monde de Rabelais. Là, mon atelier. Rabelais.
Et puis tu vois, post-scriptum, ben justement, ça en finit pas. Dans tous les coins, t'en retrouves. Les navigations de Pantagruel, études sur la géographie rabelaisienne, Abel Lefranc, c'est un reprint aussi. Et celui-là, il est vachement important, vachement bien. Pourquoi les deux mêmes voyages vers l'utopie? Dans Pantagruel, le tiers-livre, voyage à l'envers, ou dans le quart-livre, voyage autour du monde. Qu'est-ce qui change? Et puis là, alors là, c'était les collections de roses, mais reliées toile. Tu vois, autrefois, oh là là, tu payais ça cher en francs. Travaux d'humanisme et renaissance. Et là aussi, totalement essentiel. Mireille Huchon, Rabelais grammairien. C'est là où moi j'ai découvert le travail de Mireille Huchon. C'est ardu, mais plus tu rentres, plus tu... Ouais, tu comprends ça. Tu reviens pas au même point. Puis celui-ci, pareil, dans cette collection, études sur le quart-livre, Paul G. Smith. Et études sur le quart-livre, ça je me savais, tu vois, je l'ai lu, je me souviens plus. Bah, justement, au moins maintenant c'est accessible. Et je dois encore en avoir les drôles encore là dans tout ça. Voilà, là c'est fini pour de vrai.